Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'ITTV, la chaîne où on parle littérature et ça sans rature. Aujourd'hui, on reçoit Gilles Béthaud, l'écrivain qui a écrit, bon, j'ai fait un petit pléonasme, l'écrivain qui a écrit, celui qui a rapporté le prix littéraire, le Grand Prix littéraire du Bénin en 2020 avec La Rivale de Dieu. Bonjour, merci d'être venu. Bonjour. Et bonjour Mani et Painette. Bonjour ici. Bonjour Gilles. Bonjour à tous. Alors avant tout, j'aimerais vous proposer un résumé de l'œuvre. Je me lance. Yindé grandit dans une famille qui semblait heureuse. Son père Louis Elia nourrit cependant une obsession, avoir une fille. Cette frustration détruit peu à peu l'équilibre familial. Le père finit par abandonner sa famille avant de mourir plus tard dans des circonstances tragiques. La mère de Yindé doit alors faire face à la pauvreté, au poids de la belle famille et à la responsabilité d'élever seule ses enfants. Très tôt, Yindé découvre que sa vie ne lui appartient plus totalement. Le thème du destin devient central. Yindé est progressivement orienté vers le séminaire et la prêtrise, non par vocation profonde, mais parce que les circonstances familiales et sociales semblent l'y pousser. Le roman pose alors une question fondamentale. Sommes-nous réellement libres de choisir notre vie ? À travers Yindé, l'auteur montre un personnage qui subit constamment les décisions des autres et les coups du destin. Yindé tombe amoureux d'Orphée, mais cet amour devient impossible parce qu'il est engagé dans la voie du sacerdotal, parce qu'Orphée finit par appartenir à une autre vie et parce que Dieu semble réclamer Yindé pour lui. C'est ici que le titre prend tout son sens. Orphée devient symboliquement la rivale de Dieu. Celle-ci qui dispute à Dieu le cœur d'un homme promis au sacerdoce. Une fois devenu abbé, Yindé reste incapable d'étouffer ses sentiments pour Orphée. Leur relation atteint un point tragique. Il finit par avoir une relation forcée avec elle, acte qu'il considère lui-même comme un viol. Cette faute provoque chez lui une immense culpabilité et un effondrement spirituel, et une crise existentielle totale. Incapable de concilier son amour humain, sa foi, sa vocation imposée et sa conscience morale, Yindé se suicide. Après sa mort, Orphée découvre qu'elle porte son enfant. Cette fin donne au roman une dimension à la fois tragique et symbolique. L'amour interdit survit malgré tout. Merci Aïssé, merci pour ce résumé de l'œuvre du roman La Rivale de Dieu. Gilles, je te salue à nouveau. Nous sommes très heureux de te recevoir sur le plateau de REC pour une discussion, un entretien qui va vraiment se faire à bâton rompu. Donc, nous allons parler de plein de choses. Nous allons parler de ton œuvre, nous allons parler de toi, nous allons parler du déterminisme, de l'existentialisme, je pense à Sartre. Et nous allons également parler de tout ce que tu pourrais bien vouloir partager avec nous sur tes projets futurs. Alors, pour revenir sur ta présentation, je vois sur la 4e de couverture qu'il est écrit que tu es âgé de 24 ans. Et je crois que ça doit remonter à Mathusalem maintenant. Donc, je vois que tu es diplômé en administration culturelle à l'Institut national des métiers d'art, d'archéologie et de la culture. Je vais m'en tenir à cette biographie de toi et te demander, puisque nos auditeurs sur REC certainement ne te connaissent pas, si tu dois te présenter à nos auditeurs, qui est Gilles Béthaud? Alors, merci Painette, merci à toute l'équipe de me recevoir. C'est un plaisir de reprendre presque du service, okay? de commencer justement par toi, avec qui nous nous connaissons depuis un bon bout de temps maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je dois ajouter à la biographie? Voilà, c'est vrai que je n'ai plus 24 ans, mais bon, merci d'avoir exagéré. Assurément. Voilà, je suis bon vivant. Je fais actuellement des études d'histoire de l'art à la Sorbonne. Et voilà, c'est peut-être tout ce qui a changé en temps et quelques 2 ou 3 ans de plus. Ok. Voilà. Super. Donc, si je comprends bien, 3 ans de plus, on est maintenant à 28. Ok. Voilà, donc, tu es étudiant à la Sorbonne, tu étudies l'histoire de l'art. Voilà. Je vais laisser Mani, qui a lu ton œuvre et qui
justement préparé plein de questions pour toi. Ah bon, peut-être, je vais peut-être la remercier pour ce très beau résumé. Oui. Je ne sais pas si j'aurais Merci, mais non, j'ai fait rien aussi bien, fait. mais bon, c'est bien résumé, je trouve. Ça me flatte. Merci. Alors, à la lecture de ce livre, et Painet m'a confirmé, m'a dévoilé que tu as été toi-même autrefois séminariste. Et donc, j'aimerais te poser cette Je ne question. sais pas garder des secrets. On va commencer par là. Et donc, j'aimerais te poser cette petite question par rapport à ce livre. Est-ce qu'on peut la considérer, cette œuvre, comme une autofiction? Autofiction, possible, possible. C'est sûr qu'il y a un jeu qui parle de moi et pour moi. Maintenant, à quel degré, à quel niveau, je ne compte pas vous le dévoiler, mais bon. C'est de la fiction, autofiction peut-être. Bon, c'est avant tout de la fiction. D'accord. Et quelles sont vos inspirations Alors, pour écrire ce livre particulièrement, c'est ça ou en pour, général? pour ce livre particulièrement? Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Euh, Tout est parti, je dirais, en 2016 d'une petite analyse improvisée dans un cours de mathématiques que je détestais à l'époque. Ok. D'accord. Donc, je m'ennuyais et puis j'avais un camarade qui s'appelait justement Niné, Ok. avec qui on se connaissait depuis un moment. Mais ce jour-là, peut-être que le cours de philosophie de la veille y avait été pour quelque chose. Je me suis amusé à décortiquer ce nom-là. Ok. Et quelques idées pêle-mêle me sont venues, que j'ai essayé d'accoucher sur du papier. Et par la suite, voilà, des péripéties comme on peut en avoir dans toute vie humaine, m'ont on fait préciser ces idées-là. Et à la base, j'avais pas forcément de projet d'écriture. Bien sûr que j'écrivais des années avant de ce livre-là, mais c'était beaucoup plus quelque chose d'assez intimiste pour moi. Mais à mûrir ces idées-là, à continuer de réfléchir sur ce titre-là et d'autres expériences de la vie aidant, je me suis surpris, j'ai pas décidé, je me suis surpris à en faire un livre. Voilà. Donc, non, diriez-vous alors que vous êtes devenu écrivain malgré vous? Oh non, pas du tout, c'est tellement pas. J'en ai rêvé, je l'ai voulu depuis le cours primaire. Et voilà, je n'étais pas si surpris que ça, par exemple, de publier. Mais je n'avais pas forcément prévu commencer les choses de cette façon-là. Voilà. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès au début? Pas du tout, absolument pas. Moi, je voulais tout plus avoir mon nom écrit sur voilà, une promesse de couverture. Et la satisfaction première que je n'ai pas forcément cherchée en écrivant ce livre-là, c'est d'avoir dit tout ce que je voulais dire. Mm. Bon, c'est vrai que je me suis en temps un peu auto-censuré, j'ai dû retirer quelques parties, tant mieux. Ah, c'est dommage. Non, c'est dommage. Je ne suis pas sûr que vous auriez aimé lire ces parties-là, en tout cas pas moi, parce que c'était quand même... Bon, écoute, Un peu fort. ouais, c'était fort. Vous savez, ça me rappelle Virginie Despentes qui disait, vous savez, le plus dur, ou je sais plus exactement ce qu'elle disait, mais elle disait que ce qui est dur, c'est quand les gens arrivent à vous identifier au personnage que vous écrivez. Est-ce que c'est peut-être ce parti-là, en fait? Est-ce que les gens, bah, du coup, voient une partie de vous dans vos personnages et c'est plus facile d'attaquer l'auteur, bien sûr, évidemment. Oui. Je m'y attendais, évidemment, Mm. je savais que je me ferais attaquer par certaines personnes pour tel ou tel propos, mais bon, ça fait partie du game, comme je Oui, l'avais dit. exactement, d'accord. Et pour rebondir sur ça, pourquoi avoir donné une fin aussi tragique à votre personnage? Alors, il fait une tragique. Je ne l'ai pas pensé ainsi, je ne l'ai pas vu ainsi. Pour moi, c'était la fin la plus logique. Je n'ai pas voulu donner une fin aussi malheureuse juste pour faire voilà, une fin qui émeut. Non, c'était pour moi ça. En fait, ça rentrait parfaitement dans ce que j'avais compris de l'existentialisme satrien. Qui D'accord. dit que on
Alors, on existe avant de devenir, c'est ça? C'est l'existence précède l'essence. C'est ça. Exactement. Mais oui, Voilà. c'est... Il fallait qu'il... Enfin, c'est pas très, très logique enfin, humainement parlant. Mais pour moi, il fallait qu'il meure pour devenir. Et ça rejoint parfaitement ce nom-là, Ninde. Bon, c'est pas... J'imagine que ça ne vous parle pas très beaucoup. expressif. Alors, Ninde, peut-être que je vais me faire le devoir d'expliquer. Ninde, c'est, si je ne m'abuse, c'est devient quelque chose. C'est ça. Devient quelque chose. Ok. Ah, d'accord. Voilà. Donc, c'est comme une obligation que l'on De fait au devenir, ouais. personnage de devenir quelque chose, de réussir, quoi qu'il arrive, Hmm. de tout faire pour réussir, de s'en sortir dans la vie. Voilà. Peut-être que l'auteur nous donnera plus de précision, mais c'est la compréhension que moi j'en ai. En tout cas, littéralement, Ninundé, en fond, ça veut dire devient quelque chose. Donc, c'est une obligation que D'accord. l'on fait au personnage de devenir. Et cela rejoint d'ailleurs l'histoire où sa maman, vu les conditions immédiates, financières et sociales de la famille, lui impose donc cette trajectoire-là qui est celle d'aller au séminaire pour justement devenir quelque chose afin de pouvoir assurer plus tard le bien-être de la famille. Voilà. Donc je pense que le prénom va également, l'explication du prénom va dans ce sens-là. Oui. Peut-être un peu plus au-delà. Mais... Plus au-delà, oui, justement. Et Et- je te laisse dévoiler l'au-delà. Ninde, justement, ça rejoint devient quelque chose, devient quelqu'un. Mm. Sous-entendu, devient quelqu'un de grand. Je crois. Mais au-delà de ça, quand un parent, surtout un père, dans la tradition, j'imagine, béninoise, font en tout cas, quand un homme, c'est que enfin, le nom devient bénédiction, prière, Oui. mais aussi mission. C'est ça. Donc, au-delà de devenir quelqu'un de grand matériellement, il fallait qu'il devienne lui-même. Oui. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu lui donner cette fin-là, un peu confuse, pour qu'il se réalise pleinement. Et on pourrait également évoquer sa position dans la famille, la position d'aînesse. Tout à fait. C'est une très grande position. Bon, en Afrique en général, lorsque tu es l'aîné, tu as la charge de ceux qui viennent après toi, généralement. Donc, cette position d'aînesse-là, elle est très symbolique aussi dans la trajectoire qui a été la sienne. Voilà. Tout ça m'inspire une question que j'avais écrite. Alors j'aimerais lire un petit extrait d'ailleurs pour l'illustrer. J'en ai ras-le-bol, Inde. Pourquoi s'acharne-t-il contre moi depuis tout ce temps? Qu'ai-je fait? Qu'avons-nous fait? Pourquoi m'accuse-t-il de sa mort? Pourquoi tes oncles sont si méchants, hein? Pourquoi tes mégères de tante se rabattent-elles sur moi? Depuis la mort de ton père, rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai rien perçu comme argent. Pas un centime. Ils ont bloqué les comptes de ton père. Pour eux, je ne mérite rien. Je ne mérite rien. Jusqu'à maintenant, je me suis débrouillée avec mes maigres revenus de couturière pour prendre soin de vous. Je sais pas, c'est révoltant. C'est révoltant quand on lit ça. Et je me suis demandé, mais ça se passe vraiment comme ça? Ou pourquoi cet imaginaire-là? Pourquoi cet imaginaire aussi cruel? Et cette manière de déposséder la famille d'un membre de sa famille? Pourquoi cette représentation-là? Parce que malheureusement, c'est courant. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. C'est une réalité. Je me suis plus ou moins inspiré de l'histoire d'une proche. D'accord, Oui. ok. Enfin, tout ne s'est pas passé exactement comme ça, mais ça y ressemblait beaucoup. Cet acharnement-là sur la belle-fille quand le mari meurt, malheureusement, c'est encore parfois très commun dans nos sociétés béninoises. Évidemment, les choses ont beaucoup changé et les choses diffèrent. Tu as vraiment l'impression que les choses ont changé? Absolument, je trouve que les choses ont beaucoup changé depuis Ok. peu. Et que, enfin, pas depuis peu, mais bon. Grâce aux lois, justement, aux Tout à fait. nouvelles lois Ok. qui Sur le mariage? protègent sur le mariage et aussi qui protègent beaucoup Mm. plus la femme aujourd'hui dans nos sociétés. Et j'aurais même appris que dernièrement, même au Bénin, lorsque vous enceintez une femme, il faudrait déjà déclarer la paternité, hein, Tout à quelque fait, chose tout à comme fait. ça. En tout cas, les choses ont évolué. D'accord. Je n'ai pas vraiment connaissance de
de l'état des choses, mais j'ai eu vent de cela. Tu peux continuer, je t'ai coupé. Oui. Et voilà, c'est quelque chose de courant. Et j'ai voulu en parler. Voilà. J'essaie d'y mettre une petite pincée voilà, d'émotion. Bon, j'espère que ça a réussi. Mais ouais, malheureusement, ça existe. Voilà. C'est très dur comme réalité. Oui, Oui. dommage. Mais c'est bien de le présenter pour en parler justement, pour que ça ne reste pas dans l'ombre, bien sûr. Oui, et enfin, j'ai voulu en parler aussi, pas forcément pour voilà, braquer les âmes contre la belle famille, mais parce que parfois les gens vont trop vite en besogne et les gens se dédouanent ou bien se lâchent par rapport à leurs émotions. Enfin, quand tu perds un membre de ta famille, évidemment, tu es blessé, tu es touché. Et donc, dans certains cas, les familles ne sont pas forcément mauvaises. La belle famille n'est pas forcément, ne fait pas forcément du mal à la belle fille, mais la douleur fait qu'on va dans, ça va dans tous les sens. Et puisqu'il faut trouver un punching ball, voilà, malheureusement, certaines femmes veuves se retrouvent dans cette position-là. En tout cas, je confirme que c'est très courant, cette réalité-là, où Oui. la veuve du jour au lendemain se retrouve, après la mort donc, de son mari, se retrouve totalement dépossédée des biens de celui-ci. Et elle est pratiquement vouée à la vindicte populaire, hein. Et les enfants également sont laissés à leur sort, laissés pour compte. Et c'est très dur en tout cas, c'est très dur et c'est très bien de l'avoir représenté. Ouais. Euh, Nous allons maintenant passer peut-être à la question qui va nous amener au déterminisme. Euh, Je vais lire maintenant la 4e de couverture du livre et après vous poser une question ensuite sur ça. Donc, le destin, c'est peut-être un gros monsieur barbu et tout vieux. Il se prélasse dans sa chaise à bascule et regarde la télé. Il augmente et diminue le volume à volonté. Nos vies sont les programmes qu'il visualise. Quand ça lui chante ou lorsqu'il s'ennuie d'un programme, il zappe. Il aime l'action, l'explosion, les montées d'adrénaline, les sensations fortes. Il exècre la monotonie. Les ambiances trop calmes l'indiffèrent. Alors le destin pimente les choses. Puis lorsqu'il en a vraiment marre, il éteint tout. Et donc, la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous pensez vraiment que le destin... est-ce que vous pensez que certaines vies sont écrites d'avance ou bien est-ce qu'on peut un petit peu contrecarrer, entre guillemets, le destin? Est-ce que certaines vies sont écrites d'avance? Oui, a priori, tout est écrit d'avance pour tout le monde. On ne choisit pas où naître. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa couleur de peau, on ne choisit pas son pays de naissance. Donc, a priori, avant même que de naître, on subit les choses. On subit des décisions qu'on n'a pas soi-même prises ou qu'on n'aurait pas peut-être soi-même prendre. Ok. Donc, on se retrouve forcément. Et, voilà, quand tu nais, tu dois porter un nom, parfois le nom a une charge, a un poids. Et dans la vie de tous les jours, il nous arrive aussi de nous retrouver désemparés. C'est un peu ce que j'ai voulu illustrer par ce passage-là. Il arrive qu'on subisse, qu'on a l'impression que tout s'enchaîne contre soi, qu'on n'a pas qu'on n'est pas en position de décider. Il nous arrive aussi de nous retrouver éventuellement en position de force, où on se pense tout puissant. Voilà. Donc c'est un peu cette tension-là entre le soi et le contre soi, ou ce que nous décidons de faire, d'être, d'accomplir, et ce que indirectement nous subissons, que ce soit politique, économique, voilà, familial. Voilà un peu ce que c'est pour moi le destin. C'est quelque chose qu'on subit, forcément à un moment donné, mais sur lequel on n'a pas parfois des prises. Et qu'on se retrouve, si on veut, finalement, à posséder et à qui on finit par soi-même parfois imposer le rythme, voilà, la couleur et tout ce qu'on veut. Donc on peut dire là que c'est un cocktail de déterminisme et d'existentialisme satrien, c'est-à-dire Carrément, on a ouais. une marge de manœuvre sur le destin. Il y a des choses que l'on peut tout naturellement
choisi de faire ou de ne pas faire. Encore que ne pas choisir également, c'est choisi. Tout à Tout à fait. fait. Ben, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Tu les as citées tout à l'heure. Il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Et il y a des choses sur lesquelles on peut, oui, euh, prendre le devant, sur lesquelles on peut agir directement ou même indirectement. Voilà. Euh, alors, dans le livre, il y a également, on sent que vous avez mis en scène un personnage qui à chaque fois subit. Alors, pour moi, il a plus subi de choses que n'en a décidé de lui-même. La véritable décision qu'il a prise à la fin, c'est finalement de se suicider. Euh, Ma question serait de savoir, est-ce que l'on peut véritablement échapper à ce que la société attend de nous? J'aimerais glisser une Parce petite qu'on peut... citation de Sénèque. Ah oui. Toi, tu es Parce une qu'en fait, on amoureuse était des en train de citations. parler, et là, je me suis dit, mais j'avais une citation qui représente un peu ce qu'on dit, je l'ai cherchée, là, je viens de la trouver. Alors, de Sénèque, accepte ce que le destin t'impose, mais assure-toi que ce qu'il ne décide pas, c'est toi qui le maîtrises. Mm. Donc, il y a, oui, une prédisposition, hein, on le sait depuis l'Antiquité, apparemment, Mm. mais ce qu'il ne décide pas, assure-toi que tu le maîtrises. Ah oui, assure-toi de ce... Voilà. Voilà, il y a... Assure-toi de maîtriser ce que le destin ne décide ouais, pas. ne Et décide qu'est-ce que pas. le destin ne pourrait pas décider selon vous? Je pense que je pense que le destin, c'est seulement la naissance. La naissance qui, finalement. Seulement? Ah, c'est compliqué. Hein, ouais. Ben oui, enfin, ça dépend aussi de comment on voit les choses. Ça dépend aussi de sa société. Euh, bon, de sa culture aussi, enfin, des expériences de la vie sûr. qui, parfois, nous mettent devant des situations où on ne peut a priori rien faire. Bien Mm. sûr, bien sûr. Parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve aussi en position de force. Mm. Voilà. Donc ça bascule, c'est pas fixe, je pense. Donc ta question, c'était quoi? Oui, déjà? c'était de... pensez-vous que l'on peut échapper au poids de la société? Parce que la société, nous vivons dans la société, nous vivons avec des personnes qui ont des attentes face à nous. Et parfois, dérober à ces attentes-là est mal vu. C'est très mal vu. Donc, pensez-vous dans un contexte... hum, alors, il y a différents contextes, mais dans le contexte qui est le vôtre, purement béninois ou plus globalement africain, est-ce qu'on peut dérober à ce que la société attend de nous, se dit, bon, finalement, si je reviens à l'exemple de votre livre, ma mère veut que j'aille au séminaire, mais bon, c'est son problème, moi je fais ce que je veux. Quelle est la force, le poids de la société sur nos décisions et peut-on s'en dérober? Alors, étant né dans une société, étant obligé d'interagir avec les autres, Mm. évidemment qu'il faut tenir compte des autres. Les autres, c'est ça. Oui. Il faut faire plaisir. Mais moi, je suis adepte enfin, de la petite pensée selon laquelle se faire plaisir, c'est potentiellement se faire plaisir aux autres. C'est peut-être un peu égoïste, mais pas totalement. Tu ne peux pas offrir de la joie si tu n'en as pas toi-même à l'intérieur de toi. Dans tous les cas, il faut se prioriser parfois. Ouais. Mais on n'a pas le choix. Dans tous les cas, il faut pas subir, mais voilà, le vivre ensemble demande qu'on fasse des concessions parfois, des compromis. Mm. Mais quand il s'agit parfois de décisions existentielles, radicales, il faut toujours se prioriser. Oui. Mais toujours pas égal, enfin, en faisant égard aux autres. Mm. C'est important. Donc je dirais pas, on subit tout. Il y a des choses qu'on subit. Forcément. Voilà. Malgré soi, enfin, la politique nous impose des choses, un mode de vie, voilà. La politique nous impose un cadre. Tout à fait. Ça me rappelle Rousseau. Nous laissons libres, mais partout nous sommes dans des faits. Voilà. Le contrat social, voilà, Contrat social. nous mène dans une certaine prison dont on subit, voilà, on subit et souffre les faits. Donc. C'est ça. Mais voilà, l'individu, pour son épanouissement, a le droit, le devoir de prendre des décisions qu'il estime justes et bonnes pour lui. Ok, c'est très bien. Alors,
Il y a peut-être un passage également dont tu m'as parlé ici où tu fais un rapprochement entre la, Je vais les garder aussi. J'ai un petit passage. la tour Eiffel Alors, et oui, les Legba de chez toi. j'adore. Alors, je lis l'extrait que j'avais relevé. J'adore la Tour Eiffel, une merveille. Quel monument spectaculaire, impressionnant comme les Legbas de chez moi. Leur majesté arrosée d'huile rouge et tout le mystère qu'ils respirent. Le Legba, phallus dressé, ivre de sang, de poulet et de sodabi, ne paye pas de mine. C'est presque insignifiant. Pourquoi ce rapprochement? Alors, c'est clair que c'est pas le rapprochement qu'on aurait imaginé. Tous les ne fait pas des mètres, mais bon. C'est pas ce qui m'a inspiré ce passage précisément. J'ai dû voir certainement un Legba quelque part. J'ai dû faire peut-être le rapprochement entre voilà, le Legba et la Tour Eiffel. Dans tous les cas, la Tour Eiffel, j'imagine pour un Français ou pour même pas pour un Africain qui a vu du pays, bah, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et je peux vous garantir que quand vous vous retrouvez devant ce qu'on appelle le Legba, Ils ont vu Oui, justement. on a vu, on a vu. c'est tout aussi impressionnant. Oui, il y a toujours cette représentation phallique des choses, Ouais, on peut le c'est- dire, hein, franchement, partout. Oui, c'est clair. Dans tous les cas, il y a quelque chose dans les airs, quoi. Vous aurez compris. Et moi, citadin, bon, moi, je suis né, j'ai grandi à Cotonou. Et voilà, je pense que c'est à l'intérieur du pays, donc à Bombay, que j'ai vu un Tolèbra pour la première fois. Et cette impression-là m'avait marqué. Je sais pas si, en écrivant, peut-être que ça m'est revenu, que voilà, pour moi, c'est aussi impressionnant. Mais évidemment, c'est pas pareil. D'un côté, on est de la divinité, de l'autre, c'est quoi? C'est le monument historique, mais enfin, c'est aussi ce qui est matériel, industriel, donc voilà. Mais le Legba, il me rappelle aussi une divinité grecque, mais je ne saurais donner le nom. J'ai aucun nom. Mais il y a une divinité. Ça rappelle aussi les Dionysies, tout ça, avec Dionysos, les fêtes Peut-être. anciennes, etc. Ouais, c'est Et vrai. bon, on s'éloigne, on s'éloigne. On s'éloigne du sujet. D'accord. Alors, je vais te poser la question qui revient à chaque fois. Quand on traverse ton livre, on ne peut pas ne pas remarquer cette allusion ou ces allusions, parfois explicites, parfois implicites, à la religion. Est-ce que finalement la rivale de Dieu n'est pas une critique envers la religion? Alors, c'est une question, ça va te faire marrer, que j'ai toujours posée. Je leur ai expliqué que on a décortiqué le livre depuis 2020 à plusieurs reprises, à plusieurs cafés. Mais cette question est quand même prégnante. On ne peut pas lire ce livre sans remarquer cela, et ils l'ont également remarqué. Donc, oui, je tiens à te poser la question de savoir ce que finalement, bon, même si j'imagine la réponse que tu pourrais voilà, me servir, est-ce que ce n'est pas finalement une critique de l'institution religieuse? Critique de l'institution religieuse. De quelle institution parle-t-on déjà? Bah, celle à laquelle a appartenu Ninde. Peut-être. J'avais pas forcément cette ambition-là, hein, et je pense que ça aurait été voilà, une ambition suicidaire que s'attaquer à une institution. À une aussi grande institution. Tout à fait. Mais évidemment, je n'étais pas là pour applaudir l'institution non plus. Donc, évidemment que je voulais dire des choses. Je voulais, voilà, c'est beaucoup plus une liste, ou du moins une liste de questions auxquelles je n'avais pas et auxquelles je n'espérais pas forcément des réponses dans les médias. Et j'ai pas toujours eu de très bons rapports avec cette institution-là non plus. Je voulais le faire savoir aussi. Mais oui, c'était pas de la critique ou de la critique, c'était pas une attaque contre l'Église. Pas du tout. Ok, c'est très bien. Alors, dans l'ouvrage, on remarque également, Mani a abordé la question tout à l'heure de tes sources d'inspiration de façon générale. Peut-être que tu vas revenir sur cela, Mani. Les sources d'inspiration de façon générale, les auteurs que tu lis et autres. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en parler du point de vue du style? Voilà. Quelles sont tes sources d'inspiration, les auteurs que tu lis
Et voilà. Tout à l'heure, il a orienté la question sur les sources d'inspiration relativement à ce livre spécifiquement. Moi, j'élargis un peu plus la question pour te demander de tes sources d'inspiration de façon générale. Qui lis-tu en littérature de façon plus globale? Je ne me prive pas, hein, je lis de tout. Dernièrement, je lis beaucoup plus tout ce qui est tout ce qui n'est pas très très littéraire. Évidemment, j'ai toujours un roman ou une histoire de fiction sur la table de chevet. En l'occurrence, je lis en ce moment un livre très intéressant que je recommande. On peut avoir le nom. On est curieux, hein. Ils sont tous des littéraires. Donc, J'aimerais dire Kiké de Eros Yanklo, mais bon, je n'ai pas encore commencé. pas encore commencé. Ça va être le prochain sûrement. Ok. Mais je lis en ce moment Sissi, il n'est pas facile d'être française de Joe Augustin, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. C'est une auteure franco-camerounaise qui me régale beaucoup en ce moment. Okay. Avant cela, c'était Wole Soyinka, chronique du pays des hommes les plus heureux du monde. Belle découverte aussi, aussi une redécouverte. Okay. Donc voilà, mais donc, dernièrement, tout ce qui est roman historique, dernièrement. Mais avant cela, je me définis comme un inconditionnel des classiques. D'accord. Que ce soit africain ou européen, j'aime les classiques. Parce que je pense que quand on a pour ambition d'écrire, il faut aller boire à la source. J'estime que ces gens-là ont fait ce que la littérature propose de mieux. Donc, des classiques, c'est... Entre un classique et un contemporain, moi, je fonds. D'accord. Je suis le classique. Ok. Mais c'est pas forcément ces livres-là qui m'ont donné le goût de la littérature, qui m'ont vraiment inspiré, moi. D'aussi loin que je m'en souviens, j'ai produit ma première création littéraire quand j'étais au CE2. Enfin, je passais en CM1. Et je n'avais en ce moment lu ni Victor Hugo, ni Balzac et tous les grands noms qu'on cite. J'avais lu un livre tout à fait banal, mais j'imagine qui résonne dans beaucoup de... Enfin, qui a un écho... Enfin, qui a été marquant pour beaucoup de gens... Enfin, des élèves de ma génération, à savoir Les Aventures de Finanion. Ah oui, Les Aventures de Finanion, c'est un grand classique qu'on connaît. Moi, c'est le classique des classiques. Ouais. C'est un livre qui racontait en différents tomes la vie d'un jeune de la vallée de Lemay, donc de la campagne, qui découvre la ville, qui découvre parcours des grandes villes du pays, ses aventures. Pour moi, c'était incroyable. Incroyable. Ça a beaucoup nourri mon imagination, mes fantasmes aussi, de la campagne, parce que comme je le disais tantôt, moi j'ai grandi en ville. Et ça m'a toujours fasciné, tout ça, la vie rurale et tout. Donc, c'était vraiment un livre qui m'a marqué. Et plus que le livre, c'est le fait de ne pas posséder le livre qui m'a poussé à lire tout ce que je pouvais lire. Et tout ce que j'avais à portée de main. C'est un livre que j'ai découvert chez un ami. Et dans la foulée, j'ai découvert aussi les livres de la collection Baobab. C'était des livres qui étaient au programme de français primaire, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, dans les pays quand même sahéliens plus ou moins. Et j'ai découvert aussi tout ce qui est littérature sénégalaise, malienne. Donc, c'était parfois des textes que je ne comprenais pas, mais qui m'ont marqué, qui m'ont donné envie de lire, de lire encore. Mais sinon, je m'inspire de tout. De tout. Attends, j'ai une petite question aussi. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez étudiant en histoire de l'art. Oui. Et est-ce que, durant l'écriture de ce livre, vous avez pensé à des tableaux, des images que vous aimez bien? Alors, avant d'écrire ce livre-là, j'avais tout de plus connu une initiation à l'histoire de l'art. Okay? J'ai commencé des études d'histoire de l'art il y a pas si longtemps que ça. Okay. Voilà. Donc, je n'ai pas forcément pensé à des tableaux ou à quoi que ce soit de purement artistique. Mais oui, dans les prochains, il y aura sûrement des allusions à tout ce que... Ah, vous avez d'autres projets en cours? Absolument. Ah oui. Absolument. Inévitablement, rentrée littéraire, il ne va pas s'arrêter ainsi. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Là, vous avez mis la barre haute, là, comment vous allez faire pour après
Cela d'ailleurs m'amène à vous poser tout de suite une question. Ce livre a été publié, en tout cas a reçu le prix en 2020 et vous parliez tantôt des prochaines publications inévitablement qui vont arriver très bientôt. Ici, nous voulons l'exclusivité parce que ça fait quand même un moment qu'on ne vous a pas vu. D'ailleurs, quand j'ai publié l'affiche, j'ai dit que j'allais recevoir Gilles Gbeto. Il y a quelqu'un que vous connaissez sûrement, ou que nous connaissons sûrement, qui m'a demandé de vous poser cette question. Alors, il a dit que vous allez comprendre. Il s'appelle Salim Ghislain Sia qui dit, de ma part, demande-lui ceci. Pourquoi tu fais ça? Il a dit de dire pourquoi tu fais ça et que tu comprendras. Nous, on ne comprend pas. Mais voilà. Il faut nous dire pourquoi tu fais ça. C'est parce que tu fais. Alors, pourquoi je fais ça? Salim, c'est un grand ami. C'est un grand ami, mon potentiel futur éditeur. Potentiel Ok, futur éditeur. ok. Voilà, ça devient intéressant. Oui. C'est un monsieur que j'ai connu aussi il y a peut-être une petite dizaine d'années maintenant, enfin presque. Et il me faisait peur à l'époque parce que je le trouvais terriblement talentueux Ah, oui. et qui fait très bien d'ailleurs instantanément. Il est devenu éditeur. Oui, il est devenu Voilà. éditeur. Il veut m'éditer, il veut éditer les prochains. Éditer le prochain Donc, livre. j'imagine Ah, qu'il ouais, s'impatiente. On Bon, on est tout aussi impatient que lui. justement. Pourquoi je fais ça? Oui, Ben, pourquoi tu fais ça? on saura assez bientôt. On saura assez tôt pourquoi je fais tout ça. Les manuscrits Tada Veni, c'est ça, parce que maintenant que tu nous dis que c'est ton éditeur, Ah non, c'est pas, j'essaie de... c'est pas mon j'essaie- éditeur, mon potentiel. potentiel, voilà. J'essaie de rentrer dans le secret des dieux pour me demander ce qui peut amener un éditeur à poser une telle question. Ben, j'imagine qu'il a hâte de publier le prochain ou les prochains. Ouais. Donc, qu'il sera bientôt servi. Je pense. Quand tu nous parles en parabole, là, en tout cas, comme tous les lecteurs, nous attendons tous. Il aura compris. Il comprendra quand il l'entendra. Ouais. Je suppose. Alors, puisque nous attendons ici vraiment à l'exclusivité, ce sera du côté de quel genre littéraire? Encore un roman, du théâtre, une nouvelle? Voilà, dis-nous quelque chose. Hein? Parce que quand on va publier, il faudrait que tu nous sortes quelque chose aujourd'hui. Alors, les 5-10 prochaines années, Ah. je sais précisément. 10 années. Non, je ne dis pas que je publierai dans Ok. 10 ans ou dans 5 ans. Ok. En tout cas, la liste est faite. Ok. Ce que j'aimerais Ok. quand même publier ces Ok. prochaines années. Et dans ma fameuse liste, il y a du roman, Ok. il y a du recueil de nouvelles Ok. et il y a du théâtre. Ok. Ok. Non, mais ça, c'est une réponse voilà, assez globale, assez... La liste Il pourrait y a pas de... s'étoffer. Voilà. La liste pourrait s'étoffer ou Tu nous se dis, raccourcir. prenez ça comme ça. Tout à fait. Dans la liste des questions sur Facebook, il y a également Jacques. Alors, cette question-là, on l'a déjà posée du coup. Jacques Doctoro Tagali qui demande en quoi La Rivale de Dieu n'est pas un roman autobiographique. Je crois que tu as déjà essayé de répondre à cette question-là. Roman autobiographique, tu n'as pas l'intention de te suicider à la fin de ta vie. Absolument pas, c'est pas prévu. Donc voilà, je crois que Jacques aura sa réponse, a déjà eu sa réponse. Il est très peu probable que je devienne prêtre. Donc. Voilà, raison de plus. Hein. Raison de plus. Il y a Thibaut Authiéré qui fait un témoignage qui dit j'adore beaucoup le style d'écriture de Gilles. Donc, bon, comme beaucoup, hein, comme nous tous. Merci, ça fait plaisir. Oui. Et à travers votre œuvre, on sent quand même que vous avez beaucoup lu. Vous avez lu les bons, vous avez lu les brillants. Avec ce style d'écriture très châtié. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que le roman, juste après sa sortie, a reçu ce prix, Grand Prix littéraire du Bénin quand même. Donc, coup d'essai, coup de maître. Je dirais coup d'essai, coup d'éclat. De maître. C'est pas modestie, mais Vous êtes bien modeste, mais bon. c'est pas honnêteté. Ok, c'est très bien. Ça fait plaisir d'avoir eu cette discussion-là avec vous.
Nous allons à présent vous demander, voilà, l'ouvrage, ça a été quand même un peu compliqué de l'avoir ici. Euh, Quelles sont les dispositions qui sont prises pour que les lecteurs, parce que vous êtes quand même un grand prix littéraire et les lecteurs, vous en comptez des milliers de par le monde. Et voilà, quelles sont les dispositions qui sont prises pour que les lecteurs, aussi bien en France, en tout cas en Europe, puissent quand même avoir le livre, l'acheter. Est-ce que c'est disponible? Voilà. Nous vous laissons faire, voilà, votre autopromotion. Voilà. Alors, en termes de, Quelques minutes publicité. en termes de disponibilité, c'est beaucoup plus voilà, en vente au Bénin, à Cotonou. Je sais qu'il y a la librairie de Cotonou, c'est à Porto Novo dans la capitale. En France, il y avait un petit stock que j'ai essayé d'écouler en temps. Donc, il me reste plus une dizaine là sur place. Donc voilà. Il y aura sûrement une prochaine réédition pour que ce soit à nouveau disponible. Mais sinon, il y a l'excellent Corneille, Bandoumou, du Bénin, qui s'occupe de la distribution et qui se charge de l'expédier, voilà, à qui veut l'avoir. Ok, c'est très bien. Alors, je pense que nous allons, voilà, si vous n'avez plus d'autres questions, nous allons achever cet entretien avec Gilles Breteau, ou peut-être, voilà, vous poser une dernière question, vous demander un avis général sur la littérature et sur la littérature béninoise. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu de votre génération comparée aux classiques. Et tu as dit que tu pencherais plutôt pour les classiques. Et ça dit que tu ne mises pas trop sur ta génération, en tout cas sur les écrivains contemporains. Tu ne les vois pas à la hauteur, tu ne les vois pas relever le défi des anciens. En tout cas, un avis général sur la littérature, sur les nouvelles parutions. Je vais peut-être, voilà, puisque vous venez du Bénin, nous venons du Bénin, je vais peut-être partir de là et vous demander quel est votre avis de façon générale sur les nouvelles parutions, si vous en avez lu ces derniers jours, voilà, ces dernières semaines, ou ces derniers mois, encore ces dernières années. Un avis général, voilà, sur la littérature béninoise, et vous pouvez étendre la question, aller à la littérature africaine de façon, voilà, plus générale. Bon, moi, j'ai toujours crié, clamé mon appétit et ma préférence pour les classiques. La classique. Mais je n'en lis pas pour autant moins tout ce qui se fait de manière, par mes contemporains, évidemment. Les classiques, pour moi, parce qu'il faut apprendre le métier. Il faut apprendre le métier. Il y a toujours quelque chose à apprendre voilà. Et quand on ressort d'un pavé de Balzac, même si parfois on s'y perd, ou on n'a pas forcément quelque chose. Okay? Pas de description à la Balzac. C'est ça. Au passant que j'ai lu et relu. Ouais. Voilà. On apprend beaucoup, évidemment, mais les contemporains, je les lis aussi. Je pense avoir lu ou acheté tout livre produit par tous les écrivains de notre génération. Donc, pas tous béninois, même. Oui, évidemment, béninois. tous, j'ai tous leurs livres dans la bibliothèque. Je confirme. Évidemment, j'ai pas encore tout lu, mais voilà, je lis de tout. Il y a, en termes de littérature béninoise, évidemment, il y a à manger, à boire. Les gens sont très inspirés. Tu fais du bon théâtre. C'est pas pour le flatter, hein, je le connais. Non, bon, même si c'est pour me flatter, c'est pas grave. Hein. Moi, je n'ai pas horreur de la flatterie. Hein. Voilà. Non, notre génération est quand même très talentueuse. Voilà, il y a Eros, il y a Enclos. Grand nom. Voilà. Ouais. Un excellent humain et un écrivain talentueux qui a publié récemment. Je ne l'ai pas lu. Oui. Mais j'ai lu les derniers, évidemment. Oui. Et comme je l'ai dit, le prochain, je vais bientôt le commencer, qui a publié récemment, qui est constant. Très constant, oui. Et qui fait du polar à la béninoise. Qui le fait très bien. Par exemple, ce sont des gens que je prends du plaisir à lire. Alphonse Moncho, excellent. Voilà. Très bon stylistiquement, ok.
Malheureusement, ce sont des noms que vous Oui, ne oui, connaissez pas. mais C'est bon, horrible d'être là et de ne pas savoir. Je suis en train de Non, non, littéraire. il- C'est vraiment dur. on va Hein. prendre C'est vraiment deux dur. années. Mais j'ai envie d'avoir un petit temps pour regarder, pour lire, pour regarder, Ouais, pour ouais. lire. Et participer, c'est Ouais. c'est dur. C'est dur de. Mais avec plaisir, on aimerait en découvrir davantage, carrément. Ouais. C'est un plaisir Je- toujours. Ce sont des gens, je pense, qui bientôt seront invités sur les grands événements littéraires du monde. Et, et ils auront finalement la reconnaissance que nous méritons, je pense. Parce que notre Bien sûr, génération bien est sûr. très talentueuse, je trouve. Ouais. Voilà. Je n'ai pas forcément beaucoup lu de tout ce qui est paru récemment chez nous. Mm. Et voilà, je pense on est bon. Ouais. On est bon et voilà. On a de beaux jours devant nous. Et j'en pense que notre littérature est bien. Et voilà, j'espère qu'elle sera bientôt aussi connue que ce qui se fait au Niger. Que d'autres Enfin, littératures. voilà, C'est au ça. Sénégal, voilà. Mm. Mais sinon, voilà, c'est un avis tout à fait positif, oui. Alors, au-delà de toutes les fleurs que tu as jetées tout à l'heure à notre littérature, moi je pense que oui, il y a le potentiel qui est là, mais nous avons surtout également un problème de visibilité, de promotion, voilà, qui est lié à beaucoup d'autres choses qu'on va pas, euh, dont on ne va pas faire le chapelet ici, mais je pense que oui, comme tu l'as dit, il y a du potentiel. La belle preuve, c'est que ton livre, je l'ai apporté ici, ils l'ont lu, beaucoup l'ont lu, ils sont beaucoup appréciés, donc oui, Merci. voilà, il y a du talent, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que Gilles, merci d'être passé. Nous allons Merci beaucoup. clôturer cet Avec grand entretien plaisir. avec toi. Et merci beaucoup et merci aux auditeurs. Au revoir. Et Merci à tous. à la prochaine. Et Avec plaisir. nous serons heureux de te recevoir, Gilles, pour parler. Voilà. Nouvelle ta œuvre qui prochaine. va sortir. J'ai hâte, j'ai hâte. Merci.